sur le système nerveux autonome parce que, comme vous le savez, le système nerveux autonome n'est pas l'apanage ni le privilège d'un seul organe. À chaque fois que nous allons prendre en charge un patient, il faut essayer d'intégrer, de le prendre en charge de manière intégrative et holistique afin de mieux appréhender et comprendre les symptômes. Donc à chaque fois qu'on va prescrire un médicament, il faut réellement se poser la question, est-ce que ma prescription risque d'aggraver les comorbidités du patient ou déséquilibrer le système nerveux autonome? Alors pour ce faire, un patient, il faut le prendre en fonction de son tableau clinique, de son âge, de ses comorbidités, de comprendre les mécanismes d'action des médicaments que les autres collègues ont déjà prescrits. Donc il faut être dans une prise en charge multidisciplinaire, ne pas hésiter à prendre le téléphone, poser la question, savoir pourquoi, et essayer de se demander si le symptôme pour lequel le patient vous a été référé est plutôt un effet secondaire, plus qu'un symptôme primaire qu'on doit gérer. Ensuite, bien entendu, il faut comprendre le mécanisme d'action des médicaments que nous allons prescrire. Pour en revenir au tube digestif, comme Madame Hakam l'a dit, le système nerveux autonome et l'axe cerveau-tube digestif, en fait, sont le pivot de l'homéostasie digestive. Et quand on parle d'homéostasie digestive, on parle de l'apport des nutriments et au final de l'énergie avec laquelle le corps va pouvoir fonctionner. Donc toute perturbation de cette homéostasie va être responsable d'une atteinte globale sur l'individu. Donc l'axe cerveau-tube digestif, maintenant tout le monde le sait, même les médias, le grand public le savent, le tube digestif est considéré comme un deuxième cerveau. Un deuxième cerveau parce que le système nerveux entérique et le système nerveux central et périphérique proviennent du foregut en embryogénèse et ont des connexions très très tôt dans la vie, aussi bien par voie neurologique que par voie sanguine. Et par voie sanguine, vous n'êtes pas sans savoir que le microbiome joue un rôle extrêmement important dans le fonctionnement non seulement du tube digestif, mais de l'ensemble des systèmes. Donc le microbiome, avec toutes ces sécrétions, notamment les acides gras à chaîne libre, va envoyer des messages au niveau central par voie sanguine et le système nerveux entérique par le système nerveux autonome. Donc déjà, il n'y a pas de distinction entre l'axe cerveau-tube digestif et le SNA. Et le SNA, c'est imbriqué. Une fois que ça arrive au niveau du système nerveux central, ça va être intégré par rapport à toutes les informations qui nous proviennent du milieu intérieur, mais aussi en prenant en compte le stress ambiant avant d'élaborer une réponse qui va passer par le CNA. Et contrairement à ce qui se passe au niveau cardiaque, les actions sont inversées. Le système nerveux sympathique, c'est le système de la fuite, du combat, et donc augmenter tout ce qui est activité cardiaque, et il a plutôt tendance à moduler et à inhiber les sécrétions et la motricité au niveau digestif. Le parasympathique, lui, c'est rest and digest, c'est la digestion et le repos, et il va tendre en fait à accélérer le péristaltisme et à augmenter les sécrétions. Et quand on zoome sur les interactions SNA et SNE, vous le savez très bien, le système nerveux entérique est situé en plexus. On a deux plexus principaux, le plexus sous-muqueux qui est superficiel, responsable des vasodilatations et des sécrétions, et le mi-entérique qui est situé en profondeur au niveau des muscles et qui va être responsable du péristaltisme intestinal. Au niveau de la transmission synaptique, quelques petits rappels. Vous le savez bien, en présynaptique, c'est des synapses cholinergiques, nicotiniques. Mais quand on regarde chacun des contingents, ici au niveau du parasympathique, on voit bien qu'on n'a pas qu'une seule action parasympathique. On a deux contingents parasympathiques. Le sympathique cholinergique, qui a une action simple, c'est celle qu'on attend de lui, l'action de stimulation. Tandis que
le parasympathique non adrénergique, non cholinergique va être responsable d'une relaxation musculaire. Je vais vous montrer. C'est comme un programme de marche. Il faut qu'il y ait relaxation, contraction, pour que le bol alimentaire passe dans le sens oral-aboral, avec une relaxation des sphincters pour permettre l'entrée et la sortie des nutriments. Quant au sympathique, le sympathique, soit il va agir directement par voie adrénergique sur les fibres musculaires lisses, soit ce qui est beaucoup plus intéressant et qui va être utilisé comme impact de traitement, c'est le sympathique va se relayer sur le système nerveux entérique et sur le système cholinergique. Donc le système nerveux entérique, ce sont les neurones dopaminergiques qui vont libérer de la dopamine. Ensuite, cette dopamine va se fixer sur des récepteurs de type D2 sur le neurone cholinergique et elle va l'inhiber pour entraîner un relâchement. Donc, les agonistes dopaminergiques sont responsables d'une relaxation et les antagonistes sont responsables d'une contraction, d'où leur effet prokinétique. Donc ici, comment je vais lancer ? J'arrive pas. Alors ici, on voit qu'il y a un péristaltisme, contraction d'amont, relâchement d'aval, donc acétylcholine contracte, neurone monoxyde d'azote relâche, ça c'est au niveau du duodénum, et là, un peu plus loin, quand on va, bon, j'arrive pas à la voir, la même chose se passe quand on va au niveau de la segmentation et du tube digestif pour les contractions. Donc au final, le sympathique va moduler et tendance d'inhibition, et le parasympathique il va avoir une action duale sur le péristaltisme avec le cholinergique excitateur et le non adrénergique, non cholinergique qui est plutôt inhibiteur. Et lorsqu'on est en gastroentérologie, comme dans d'autres pathologies, on a des sujets qui vont avoir une hypersensibilité autonome. Qu'est-ce que j'entends par hypersensibilité autonome ? C'est-à-dire que pour des stimuli tout à fait normaux ou faibles, on va avoir une hyperréactivité, soit du sympathique, soit du parasympathique. Et chez les patients qu'on peut prendre en charge en gastroentérologie, les maladies inflammatoires comme le Crohn ou le RCH ont par définition une hypersensibilité autonome. Donc attention à la prescription. Des malades qui ont des troubles fonctionnels digestifs, que ce soit une dyspepsie ou un intestin irritable, sont aussi capables de réagir de manière complètement inadéquate à un traitement qui va viser le SNA. Ensuite, toutes les neuropathies autonomes et combien il y a de diabétiques. Donc, quand on prend en charge un diabétique, il faut faire attention. Et puis, le stress de la vie quotidienne fait que chacun d'entre nous peut être susceptible à faire de l'hypersensibilité autonome. Et que penser aussi du syndrome gastro-cardiaque quand le système digestif va influencer le cœur? Ça existe chez les patients qui ont une hypersensibilité autonome, mais même chez quelqu'un qui est pressé, qui va manger très rapidement ou qui va prendre un repas hyper riche, hyper osmolaire, hyper gras. Dans cette situation, il est normal, on comprend très bien qu'on va avoir une distension gastrique et cette distension gastrique va appuyer sur le diaphragme, donc elle va comprimer le cœur, ralentir le retour veineux et mettre en jeu le SNA. Que d'abord le sympathique qui va être responsable d'une bradycardie et avec des troubles du rythme. Et parfois, la mise en jeu compensatoire du sympathique va être extrêmement importante et on va tomber carrément dans l'inverse, dans la tachycardie. Maintenant, j'ai mis au point certaines notions de base que, à mon sens, est intéressante pour comprendre la suite et les répercussions sur des traitements à visée digestive sur le SNA. Et je vous propose 2 cas cliniques. Je commence par ce cas clinique. C'est une femme relativement jeune, de 42 ans, qui est hyper tendue, donc elle est sous IEC. Elle a tendance à la dépression, donc elle prend de la paroxétine, et puis elle a tout le temps des douleurs au niveau du dos, elle en a plein le dos, et elle utilise beaucoup de codéine, paracétamol. Et elle a été adressée pour
une dysphagie paradoxale, intermittente. Et on me l'a adressée pour faire une manométrie œsophagienne. Ici, à l'extrême droite, vous voyez un tracé d'une contraction qui est normale. Et là, fibro normale, scanner normal. Mais quand on fait la manométrie œsophagienne, on voit très bien que tout ce qui est en rouge, c'est de l'hypertonie, qu'elle a ce qu'on appelle un œsophage hypercontractile, ou ce qu'on appelait avant un œsophage casse-noisette. Le TOGD ne passe pas très bien. Si, on le voit bien, on voit très bien ces contractions ici. Et comme je vous l'ai dit, si j'ai une hyper-excitabilité, ça veut dire que je n'ai pas assez de libération de monoxyde d'azote, ou au contraire, j'ai une hypertonie vagale au niveau de la fibre musculaire lisse de l'œsophage. Et quand on est dans cette situation, ça veut dire que les ondes, voici des ondes normales ici, les ondes vont survenir beaucoup plus tôt, elles vont être beaucoup plus rapides et être responsables de cette hypercontractilité œsophagienne. Et donc mon traitement, ça va être soit de renforcer le relâchement musculaire en prescrivant des donneurs de NO. Chez cette malade, je laisse tomber tout ce qui est dérivé nitré parce qu'elle est déjà sous IEC pour son hypotension. J'ai peur d'aggraver son hypotension. Et j'irai plutôt sur les donneurs de NO et on en parlera. Mais avant, il faut peut-être faire le ménage dans les médicaments qu'elle est en train de prendre. Donc rappelez-vous, elle est sous paroxétine et il y a une échelle atropinique des médicaments ou anticholinergic rating scale que vous pouvez trouver et qui va classer les anticholinergiques que nous prescrivons en anticholinergiques à fort potentiel. Donc, c'est un grade 3, en grade 2 ou en grade 1. Donc, quand on vérifie la paroxétine, même si elle a un effet anticholinergique, c'est une femme jeune, elle n'a que 42 ans, et ce n'est qu'un grade 1. Donc, ok, ça peut lui faire du bien, parce qu'on sait très bien que tout déséquilibre au niveau central, avec la neuroplasticité, peut intervenir sur l'axe cerveau-tube digestif et perturber le SNA également. Mais par contre, la codéine est un opioïde qui va inhiber le tonus sympathique et renforcer le tonus parasympathique. Donc, on arrête la prise de codéine et on attend de voir est-ce que ça s'améliore ou ça ne s'améliore pas. Bon, malheureusement pour cette patiente, ça ne s'est pas amélioré. Donc, qu'est-ce que j'ai à mes dispositions ? Soit un traitement local, c'est-à-dire qu'on va injecter dans le mur de la paroi œsophagienne de la toxine botulique un peu partout, et on va de ce fait inhiber la contractilité. Mais c'est un traitement qui est un peu risqué parce qu'il y a des risques de médiastinite. Donc on ne le fait pas de première intention. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser un anticholinergique. C'est pas le mien, je ne sais pas qui il est. C'est d'utiliser un anticholinergique. Et ici, on va emprunter à la thérapeutique de notre ami professeur Bensouda le ditropin, l'oxybutinine, qui va diminuer l'hyperréactivité parasympathique. Et on commencera à de toutes petites doses, un demi-comprimé de 5 mg matin et soir. Si ça s'améliore et qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je peux augmenter, sachant que l'oxybutinine est gradé 3 dans l'échelle anticholinergique des médicaments. Donc on se dit a priori, elle a 42 ans, on peut essayer, en faisant attention aux effets secondaires que vous connaissez mieux que moi ici, sur le plan cardiaque notamment la tachycardie, sur le plan digestif également la constipation, et sur le plan central, ça peut être de la confusion. Bon, mais je réserve ma décision et je me dis, si je donne du monoxyde d'azote, est-ce que ça va faire du bien ? Plusieurs médicaments sont à notre disposition et leur action, ça va être une action parasympathique que je cherche pour diminuer l'hypercontractilité, mais il y a également une action sympathique avec un risque de vasodilatation accrue et un risque d'hypotension. Mais tous n'ont pas ce risque sympathique, notamment les inhibiteurs de la phosphatidylestérase de type 5, c'est pour ne pas le citer, le Viagra, qui n'aura aucun effet.
Heureusement, c'est une femme, on n'aura pas de problème d'ordre avec l'épouse, donc il n'y a pas de problème. On peut penser à donner cette molécule plutôt que de donner les dérivés nitrés ou de donner les nitrates. Donc on se dit, la possibilité, c'est de commencer par le sildenafil, de préférence aux autres drogues chez cette patiente hypertendue, mais on va la surveiller de très près parce que l'œsophage hypercontractile peut être une forte de passage vers le mégaœsophage, et à ce moment-là, ça va être les dilatations, le LR, etc. Donc voilà pour ce premier tableau clinique. C'est quelque chose, je l'avoue, qui est un peu spécialisé. Celui que je vous propose maintenant est quelque chose que vous pouvez rencontrer, qu'on rencontre beaucoup plus souvent. Une dame un peu plus âgée, de 70 ans, qui a été adressée en consultation pour des vomissements et postprandiaux et des épigastralgies. Elle a des migraines, elle utilise encore une fois codéine paracétamol. Elle est diabétique, elle est obèse, donc l'endocrino s'est dit, je vais utiliser un analogue de la GLP-1. On n'a pas le semaglutide hebdomadaire, mais on a le liraglutide, donc elle a été mise sous Victoza une fois par semaine. Et sachant que son diabète a déjà retenti sur son rein, elle a quand même une note d'insuffisance rénale, donc encore plus de vigilance dans notre prescription. Bon, vomissement postprandiaux, épigastralgie, qu'est-ce qu'elle prend? De la codéine, ok, et des analogues de la GLP-1. Les analogues de la GLP-1, vous le savez, c'est les médicaments qu'on utilise actuellement pour traiter l'obésité. Donc, a priori, c'est une excellente indication. Mais les diabétiques, sans rien, ont tendance à faire de la gastroparésie. Et comment le GLP-1 peut faire maigrir, en dehors du fait qu'il va agir sur les centres de la faim et de la satiété, il va retarder la vidange gastrique. Donc, en fait, c'est son effet secondaire qu'on recherche pour entraîner une diminution de la prise alimentaire. Mais dans cette situation, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il va falloir continuer. Donc il faut discuter avec l'endocrinologue parce qu'il peut être responsable de la gastroparésie. Et on a vu tout à l'heure que les analogues des opiacés sont responsables, eux également, de constipation, de retard de la vidange et de vomissement. Donc on arrête ces deux médicaments qui ne sont pas très judicieux dans cette situation, mais malgré ça, elle continue à se plaindre de vomissements postprandiaux et d'épigastralgie, même si c'est légèrement amélioré. Et on retient le diagnostic de gastroparésie et on la met sous métoclopramide, 10 mg 3 fois par jour pendant 2 semaines. C'est exactement ce qu'il faut faire, mais les mesures hygiéno-diététiques en effet, jouent un rôle extrêmement important. Il faut diminuer la charge osmolaire du repas, donc manger peu, plusieurs fois, surtout équilibrer le diabète, ne pas boire pendant les repas parce que ça augmente le volume gastrique et ça ralentit la vidange. Et dans un troisième temps, on peut proposer des traitements endoscopiques, soit aller dilater le pylore, soit maintenant on fait des GPOM, c'est-à-dire qu'on va couper de manière endoscopique les fibres musculaires, ou on peut faire une stimulation gastrique, mais ça, on ne l'a pas encore introduit au Maroc. On pourrait le faire, c'est juste, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste une décision à prendre. Et surtout, les prokinétiques, qui sont comme des antagonistes des récepteurs D2, et rappelez-vous, ils utilisent la voie sympathique au niveau du système nerveux entérique où la dopamine vient se fixer sur le récepteur D2 du neurone cholinergique pour inhiber la libération d'acétylcholine et entraîner un relâchement musculaire. Là, on les antagonise pour augmenter la contractilité de la fibre musculaire lisse au niveau de l'estomac. Mais cette patiente qui a 70 ans, à laquelle on a déjà prescrit du métoclopramide, on la revoit au bout de 15 jours et elle a
une tachycardie importante. Elle fait des syncopes brèves à l'effort. J'y connais rien, je vous l'envoie en tant que cardiologue et vous faites tout le bilan. Et vous voyez qu'elle fait à l'ECG une tachycardie supraventriculaire, sans hypokaliémie, sans hypomagnésémie, qui pourrait expliquer ça. Et au test d'effort, survenu d'une tachycardie paroxystique à un effort de faible intensité. Et là, on rappelle le mécanisme d'action, c'est-à-dire qu'en agissant sur le sympathique, je vais favoriser une stimulation vagale excessive et de légère à modérée, ça part de l'étourdissement à la systolie. En plus, chez cette patiente diabétique, elle est en hypersensibilité autonome et donc même de toutes petites doses pourraient entraîner ce genre de choses. Il y a des gens qui prennent des médicaments à des posologies strictement normales et qui font des effets secondaires dysautonomiques très importants. N'est-ce pas, professeur Michelot? Ok. Et en plus de ça, le fait qu'elle entraîne une hypokaliémie, ça peut être responsable d'un allongement du QT que vous savez gérer beaucoup mieux que moi, mais que l'on garde nous quelque part au niveau de la tête. Mais heureusement que la majorité des patients ne fait pas ça, mais ça peut le faire. Donc chez cette patiente, on arrête bien évidemment le méthoclopramide, on insiste beaucoup sur les mesures régino-diététiques, vous décidez de la mettre sous une petite dose légère de bêta-bloquant et vous surveillez le CG. Et dans cette situation, donc l'enseignement, c'est qu'il faut faire très attention, même avec les médicaments qu'on utilise tous les jours. Elle va mieux, d'accord, mais elle fait des diarrhées, elle est diabétique, ok, et elle a des crampes abdominales. Est-ce que c'est une neuropathie? Est-ce que c'est un intestin irritable? Il y a plein de causes, mais après avoir fait tout le bilan, on retient la neuropathie diabétique, et pour sa diarrhée, on décide de la mettre sous loperamide. Hein? Qu'est-ce que c'est que le loperamide? Le loperamide va avoir une action sur les récepteurs mu-opioïdes du système nerveux entérique et il va entraîner une diminution de la libération d'acétylcholine. Mais fort heureusement, quand on voit au niveau de l'échelle, on voit que, bon, c'est un score 2, mais l'effet systémique est très faible. Et vous avez cet excellent site qui va vous dire, chez le sujet âgé de plus de 65 ans, le poids des anticholinergiques chez le sujet âgé. Donc, vous rentrez ici l'opéramide et vous voyez que c'est à niveau 1 et tous les voyants sont au vert, même chez cette patiente de 70 ans avec un ARS du l'opéramide A2, ça ne pose pas de problème. Donc, elle continue le loperamide, elle ne fait pas d'effet secondaire. Par contre, il n'y a plus de diarrhée, mais elle a des spasmes. Elle a des douleurs abdominales. Et qu'est-ce que j'ai à mes dispositions pour traiter ces douleurs abdominales? Soit je peux donner des antispasmodiques d'appoint, soit je vais donner des antispasmodiques au long cours et je vais les combiner, même parfois. Et là aussi, je fais la même démarche. Que penser du Buscopan? On a tendance à donner du Buscopan facilement. Mais quand je rentre le Buscopan dans le site, je vois que c'est un score 3. Et là, attention, gros risque d'effet secondaire, gros risque de mort. Donc, on ne va pas chercher à compliquer. On ne donne pas le Buscopan. On va aller plutôt sur du fluoroglucénol, type Spasfons, type dysphénol. Il y en a beaucoup sur le marché actuellement, qui n'a aucun effet sur cholinergique, et donc on peut le prescrire sans aucun problème. Au long cours, que penser du Librax? On l'utilise beaucoup en gastroentérologie, dans les troubles de l'intestin irritable. Mais là, il a une action centrale, et il a aussi une action sur anticholinergique, et encore une fois, son action anticholinergique chez cette personne de 70 ans risque d'être dangereuse. Donc, ce n'est pas du tout une bonne indication. Pareil pour le Laroxyl, qui est de l'amitriptyline, un antidépresseur très cyclique qui, à faible dose, va jouer sur la neuromodulation, mais il a un effet anticholinergique score 3
et là aussi dangereux pour notre patiente. Finalement, on va opter pour la trimébutine qui, elle, va agir non seulement sur ces douleurs abdominales, mais aussi sur la gastroparésie. Il y a plein d'études qui ont prouvé que la trimébutine arrange la gastroparésie et elle va très bien sous ce traitement. Et finalement, vous avez amélioré la qualité de vie de cette patiente en vous posant les bonnes questions pour essayer de ne pas entraîner d'effets secondaires chez cette patiente déjà très compliquée. Et je conclus en disant que l'enjeu clé ici, c'est de prescrire en toute sécurité et pour ce faire, se poser les bonnes questions, avoir une approche rigoureuse et individualisée, une bonne compréhension des mécanismes d'action des médicaments déjà prescrits par les collègues et ne pas hésiter à travailler en multidisciplinarité, mais aussi des médicaments que vous allez apporter à la patiente. Les effets secondaires de ces médicaments peuvent être responsables du symptôme pour lequel le patient vous a été référé. Donc il ne faut pas aggraver quelque chose en se posant les bonnes questions. Vous allez essayer de manière intégrative et holistique de mieux traiter votre patiente pour que vos effets secondaires n'aggravent pas une dysautonomie sous-jacente. Merci beaucoup de votre attention.